Tandis qu'auprès de leur vaisseau mollement assoupi, les autres chefs panachéens dormaient toute la nuit, le puissant fils d'Atrée, Agamemnon, résistait seul au doux sommeil, car son cœur agitait 1000 projets. Comme l'époux des rats aux beaux cheveux lance l'éclair, soit qu'il provoque des torrents de pluie ou de la grêle, ou de la neige quand les champs sont poudrés de frimas, ou encore l'effroyable guerre à la gueule béante, tout aussi pressés étaient les sanglots d'Agamemnon, qui montaient du fond de son cœur et lui déchiraient l'âme. S'il jetait les yeux du côté de la plaine de Troie, il s'étonnait des 1000 feux qui flamboyaient au loin, du son des flûtes, des pipeaux mêlés au bruit des hommes. Mais s'il les tournait vers la flotte et l'armée achéenne, il s'arrachait les cheveux de la tête par poignées, implorant Zeus, tandis que son grand cœur se lamentait. Le parti qu'en son âme il jugea le meilleur, ce fut d'aller trouver en premier lieu Nestor, fils de Nélée, pour imaginer avec lui quelques plans sans défaut, qui assureraient le salut de tous les Danaens. Il se leva et revêtit ses flancs d'une tunique. À ses pieds reluisants, il fixa de belles sandales, puis s'enveloppa tout entier dans la fauve dépouille d'un grand lion roussâtre, et pour finir, saisit sa pique. Un même trouble rongeait Ménélas. De ses paupières, le sommeil avait fui également, car il tremblait pour les Argiens que par-delà l'immensité marine, il avait conduit, lui, jusqu'à Troie et poussé au combat. D'une peau de panthère tachetée, il recouvrit son large dos, prit son casque de bronze et le plaça sur son front. De sa forte main, il empoigna sa lance et partit réveiller son frère, à qui obéissaient tous les Argiens et que son peuple honorait comme un dieu. Il le trouva en train de revêtir ses belles armes, à côté de sa nef, et tout heureux de sa venue. Ménélas, à la voix sonore, aussitôt s'écria : « Pourquoi, mon cher, t'armer ainsi ? Veux-tu que l'un des nôtres se mette à l'affût des Troyens ? Sache-le, j'ai grand peur que nul ne tienne à se charger d'une si rude tâche. Pour s'en aller tout seul guetter les lignes ennemies, à travers la nuit sainte, il faut un cœur bien accroché. » Et le puissant Agamemnon lui fit cette réponse : « Nous avons besoin tous les deux, ô divin Ménélas, d'un conseil avisé qui aide et sauve du péril les Argiens et leurs nefs, car Zeus s'est détourné de nous et prête son attention aux offrandes d'Hector. Non, jamais je n'ai vu, jamais je n'ai entendu dire qu'un seul homme en un jour ait pu causer autant de mal qu'en a causé aux Achéens Hector, chéri de Zeus. Il a beau n'avoir ni déesse, ni dieu pour parents, ses exploits, j'en suis sûr, vont nous donner bien du souci, à voir tous les malheurs qu'il a projetés contre nous. En attendant, appelle vite Ajax et Idoménée, cours à leur nef. Moi, j'irai trouver le divin Nestor. Je le prierai de se lever, et s'il le veut, d'aller transmettre nos décisions au corps sacré des gardes. Mieux que tout autre, il sera obéi, car c'est son fils qui en a le commandement, ainsi que Mérion, l'ami d'Idomédée, et c'est sur eux que nous comptons. » Lors, Ménélas, au cri puissant, lui fit cette réponse : « Quelles sont tes instructions et que m'ordonnes-tu ? Dois-je rester là-bas et y attendre ta venue, ou courir de nouveau vers toi sitôt l'ordre donné ?» L'Atride, gardien de son peuple, à ces mots répondit : « Reste là-bas, de peur que nous ne manquions en route, car il y a tant de sentiers qui mènent par le camp. Va dire à tous les gens de garder les yeux bien ouverts et appelle chacun d'entre eux par le nom de son père. Rends-leur hommage et ne leur parle point avec hauteur. À nous de plier sous l'effort, car Zeus nous a chargés, je crois, d'un fardeau de malheur depuis notre naissance. » Ces ordres bien notifiés, il renvoya son frère et s'en alla chercher Nestor, le pasteur des guerriers. Il le trouva près de sa tente et de sa noire nef, couché sur un doux lit, parmi ses armes scintillantes, son bouclier, sa double pique et son casque brillant, ainsi que le beau saturon que ce vieillard mettait sur lui quand il menait les siens au combat meurtrier, car il ne voulait rien céder à la triste vieillesse. Alors, se dressant sur son coude, il leva droit la tête, se tourna vers l'Atride et l'interrogea en ces termes : « Qui es-tu, toi, qui marches seul ici parmi les nefs, dans la nuit sombre, à l'heure où tous les mortels se reposent ? Es-tu en quête d'un mulet ou d'un de tes amis ? Fais-toi connaître, approche, et dis-moi ce que tu viens chercher. » L'Atride, gardien de son peuple, à ces mots répondit : « Nestor, fils de Nélée, honneur de toute l'Achaïe, je suis l'Atride Agamemnon.
Des malheurs les plus grands, Zeus me tourmente sans répit, aussi longtemps qu'il reste un souffle en ma poitrine et que mes pieds peuvent bouger. Si j'erre ainsi, c'est que le doux sommeil a fui mes yeux et que je pense au douloureux combat des Achéens. Je crains terriblement pour eux. Mon âme est sans repos et je me sens tout égaré. Mon cœur dans ma poitrine s'affole et mes genoux brillants se dérobent sous moi. Ah, si tu veux agir, car toi non plus tu ne dors pas, viens. Descendons jusqu'aux hommes de garde, afin de voir si, brisés de fatigue et de sommeil tout à la fois, ils ne s'endorment point dans l'oubli complet de leurs tâches. Les ennemis ne sont pas loin, et qui pourrait savoir s'ils ne vont pas nous attaquer en plein cœur dans la nuit? Nestor, le vieux meneur de chars, à ces mots répondit: Atride, gardien de ton peuple, illustre Agamemnon, Hector ne verra pas le sage Zeus réaliser tous les espoirs qu'il en attend. J'imagine au contraire que ces tourments ne feront que grandir, pour peu qu'Achille daigne détourner de son cœur son funeste courroux. Je te suis de ce pas, mais réveillons-en quelques autres, le Tidéide fameux par sa lance, ainsi qu'Ulysse, et le rapide Ajax, et le vaillant fils de Pylée. En les allant quérir, nous pourrions appeler de même Ajax égal aux dieux, et le seigneur Idoménée, dont les nefs sont à l'autre bout, bien à l'écart des nôtres. Pour ce qui est de Ménélas, je l'aime et je le respecte. Ne m'en veuille donc pas si je l'accuse sans détour de dormir en se déchargeant sur toi de cette peine, quand il devrait se démener et battre le rappel de tous les preux, car le besoin nous presse et nous talonne. L'Atride, gardien de son peuple, à ces mots répondit: Vieillard, souvent je t'ai poussé à le morigéner, car souvent il mollit et se dérobe à la besogne. Ce n'est point qu'il cède à la peur ou à l'étourderie, c'est qu'il attend, les yeux tournés vers moi, que je l'entraîne. Mais cette fois, debout bien avant moi, il m'a rejoint, et je l'ai envoyé chercher ceux dont tu es en quête. Partons donc, nous allons les retrouver devant les portes, près des hommes de garde, où nous devons nous rencontrer. Nestor, le vieux meneur de chars, lui fit cette réponse. Dans ce cas, il n'y aura pas d'Argien pour le blâmer et rejeter l'appel pressant qu'il voudra nous lancer. Sur ce, le vieillard revêtit ses flancs d'une tunique. À ses pieds reluisants, il fixa de belles sandales et agrafa à son épaule un grand manteau de pourpre, un manteau double où s'étalait une laine bourrue. Enfin, il prit sa forte pique à la pointe acérée et passa par les nefs des Achéens vêtus de bronze. C'est tout d'abord Ulysse, égal à Zeus par la sagesse, qu'il tira du sommeil. Nestor, le vieux meneur de chars, lui lança un appel que son esprit perçut d'emblée. Il sortit donc de sa baraque et leur parla ainsi. « Pourquoi errez-vous seuls ici, allant de nef en nef, au cœur de la nuit sainte, et qui vous presse de la sorte ?» Nestor, le vieux meneur de chars, lui fit cette réponse. « Divin rejeton de Laërte, industrieux Ulysse, ne gronde pas. Les Achéens endurent tant de peine. Viens avec nous en réveiller un autre, parmi ceux qui ont pour tâche d'aviser s'il faut fuir ou combattre. » L'industrieux Ulysse alors entra dans sa baraque, mit sur lui son écu brillant et partit les rejoindre. Ils se rendirent donc chez Diomède et le trouvèrent hors de sa tente tout armé. Autour de lui dormaient ses compagnons, boucliers sous la tête, javelot planté bien droit sur le talon. Le bronze en scintillait au loin comme l'éclair de Zeus. Le héros, lui aussi, dormait. La peau d'un bœuf agreste lui servait de couche et un tapis resplendissant s'étendait sous sa tête. Nestor, le vieux meneur de chars, alla le réveiller, le secoua du bout du pied et le prit à partie. « Debout, fils de Tidée, et quoi? Tu dors toute la nuit? Ne sais-tu pas que les Troyens campent sur la hauteur et qu'ils ne sont plus qu'à 2 pas à peine de nos nefs ?» À ces mots, le héros d'un bond s'arracha au sommeil et s'adressant à lui, il dit ces paroles ailées. « Ah, terrible vieillard, tu es donc toujours sur la brèche? Ne s'en trouve-t-il point parmi les fils des Achéens de plus jeunes que toi?
pour s'en aller de tous côtés, faire lever les rois. Rien ne t'arrête donc, vieillard. Nestor, le vieux meneur de chars, à ces mots répliqua. Tout ce que tu dis là, mon cher, est fort bien répondu. Oui, j'ai des fils parfaits et un grand nombre de guerriers, dont l'un pourrait aller sans doute appeler tous les rois. Mais un cruel besoin accable ici les Achéens. Leur sort en ce moment est sur le tranchant du rasoir. Vont-ils affreusement périr ou trouver le salut? Et toi qui es jeune et me témoignes ta pitié, pars réveiller le prompt Ajax, ce est le fils de Philée. À ces mots, Diomède revêtit la grande peau d'un lion au poil roux, puis, saisissant sa javeline, il s'en alla les réveiller et les prit avec lui. Ils rejoignirent de ce pas les pelotons de garde. Mais ils ne trouvèrent pas leur chef en train de sommeiller, car ils étaient tous à leur poste, en armes, l'œil au guet. Comme des chiens, près d'un parc à moutons, pointent l'oreille en entendant descendre des hauteurs à travers bois le fauve redoutable. Alors, les hommes et les chiens s'agitent à grand bruit et le sommeil les abandonne. De même, le sommeil paisible avait abandonné ceux qui veillaient dans cette affreuse nuit. Scrutant la plaine, ils guettaient le moment d'entendre les Troyens en marche. Nestor eut plaisir à les voir. Il les encouragea et, s'adressant à eux, il dit ces paroles zélées. « Amis, restez bien vigilants et que nul ne succombe au sommeil, car nos ennemis se moqueraient de nous. » Il dit et passa le fossé, ouvrant ainsi la voie aux autres rois argiens qui avaient été convoqués, ainsi qu'à Mérion et à l'illustre Nestoride, que ces rois avaient invité à se joindre au conseil. Une fois franchi le fossé profond, ils s'installèrent en un lieu dégagé que n'encombraient point les cadavres, là même où le puissant Hector arrêta son carnage pour rebrousser chemin lorsque la nuit l'enveloppa. C'est là qu'ils prirent place afin de discuter entre eux. Nestor, le vieux meneur de chars, commença de la sorte. « Ami, est-il un preux qui s'assure assez en son cœur pour aller hardiment parmi les Troyens magnanimes, voir s'il peut s'emparer d'un ennemi aux avant-postes, ou recueillir quelques rumeurs dans le camp des Troyens, s'informer sur ce qu'ils comptent faire? Ont-ils envie de rester près des nefs, loin de leur ville? Veulent-ils rentrer chez eux, après présent qu'ils ont maté les Argiens? Qu'ils se renseignent bien et nous reviennent sains et saufs. Après cela, grande sera sa gloire sous les cieux, parmi tous les mortels, et grande aussi sa récompense. Tous les commandants des vaisseaux lui offriront chacun une brebis de couleur noire et son petit agneau, point de présent qui vaille celui-là, et à jamais il trouvera sa place à notre table de festin. » À ces mots, ils restèrent tous silencieux et cois. Diomède, à la voix sonore, enfin prit la parole. « Nestor, mon cœur, mon âme virile, me décide à plonger dans le camp troyen qui se trouve installé tout près d'ici. Mais j'aimerais qu'un autre m'accompagne. J'en aurais plus de réconfort et plus grande assurance. Quand on chemine à deux, si ce n'est l'un, c'est toujours l'autre qui voit le bon parti. Sans doute, on le voit seul aussi, mais la vue est moins bonne et l'esprit demeure un peu court. » À ces mots, plus d'un preux fut prêt à suivre Diomède. Ils étaient prêts, les deux Ajax, ses serviteurs d'Arès, prêt aussi Mérion, et prêt surtout le Nestoride. Il était prêt, l'Atride Ménélas, ce grand guerrier. Il était prêt, le fier Ulysse, à plonger dans la masse des Troyens, car son cœur ne demandait qu'à entreprendre. L'Atride, gardien de son peuple, alors prit la parole. « Fils de Tidée, ô Diomède, ami, cher à mon cœur, tu peux pour compagnon choisir celui que tu voudras. Le plus vaillant de tous ces preux qui brûlent de te suivre. Ne cherche point par courtoisie à laisser le meilleur pour en prendre un moins bon, fût-il plus grand roi que les autres, en te croyant tenu de ne regarder qu'au lignage. » Il dit, ayant soudain eu peur pour le blond Ménélas, mais Diomède, au cri sonore, à ces mots répliqua. «
Puisque vous m'invitez à faire choix d'un compagnon, puis-je vraiment ne pas songer à ce divin Ulysse, dont l'âme et le cœur valeureux excellent à courir au-devant des périls et qu'aime Pallas Athéna? Avec lui sur mes pas, nous pourrions sortir tous les deux des flammes d'un brasier, dont son esprit a de ressources. Et le divin Ulysse, au cœur de fer, lui répondit: Fils de Tidée, épargne-moi louange des reproches. Tout ce que tu leur dis, les Argiens le savent déjà. Allons. La nuit touche à son terme, l'aube se prépare, les astres sont à leur déclin. Un peu plus des 2/3 de la nuit sont passés. Seul nous reste le 3e. À ces mots, tous deux s'équipèrent d'armes redoutables. Le vaillant Thrasimède remit au fils de Tidée son glaive à 2 tranchants, l'autre était resté près des nefs, ainsi que son écu. Il le coiffa d'un de ces casques en cuir de bœuf, sans cimier ni panache, qu'on appelle des peaux, et dont les jeunes preux se protègent la tête. Mérion, quant à lui, offrit à Ulysse son arc, son carquois et son glaive, et le coiffa d'un casque en cuir. L'intérieur était garni de multiples courroies qui le tendaient solidement, et au dehors pointaient, artistement groupés, de ci, de là, des crocs luisants de sangliers. Le fond était tout tapissé de feutre. Ce casque, Autolycos l'avait rapporté d'Éléon quand il eut forcé le palais d'Amintas, fils d'Ormène, puis offert à Amphidamas de Cythère. À Scandie, Amphidamas le donna à Molos dont il fut l'hôte, et ce dernier le fit porter à son fils Mérion, lequel l'enfonça en ce jour sur la tête d'Ulysse. Sitôt qu'ils eurent revêtu ces armes redoutables, ils s'en allèrent, laissant là les autres vaillants preux, sur leur droite et non loin du chemin. Pallas Athéna dépêcha un héron. La nuit étant trop ténébreuse, ils ne le virent pas, mais ils perçurent son appel. Lors, ravi du présage, Ulysse invoqua Athéna. « Fille du porte-égide, écoute-moi, toi qui toujours secondes mes travaux et guides chacun de mes pas, plus que jamais, ô Athéna, montre-moi ton amour. Fais que nous revenions chargés de gloire vers nos nefs, au terme d'un exploit dont se souviennent les Troyens. » Diomède, à la voix sonore, à son tour l'implora. « Écoute-moi aussi, fille de Zeus attritonée. Mène-moi, comme tu menas mon père jusqu'à Thèbes, le jour qu'il s'y rendit en messager des Achéens. Laissant les Achéens guêtrer au bord de l'Asopos, il apporta aux Cadméens des paroles de paix. Mais au retour, il accomplit d'effroyables exploits grâce à ton bienveillant appui, ô divine déesse. Daigne donc m'assister aussi en prenant soin de moi, et je t'immolerai une génisse au large front, indomptée, et que nul encore n'a mise sous le joug. Et pour te l'immoler, je lui ferai dorer les cornes. » Ainsi prièrent-ils, et Athéna les entendit. Sitôt qu'ils eurent imploré la fille du grand Zeus, telle de lion, ils s'avancèrent dans la nuit profonde, pleine de carnage et de mort, de sang noir et d'armure. Hector, de son côté, ne laissa pas dormir non plus les valeureux Troyens. Il convoqua tous les plus braves, tous ceux qui servaient aux Troyens de guides et de chefs, et devant eux, il combina cet habile dessein. Qui prendrait sur lui d'accomplir l'exploit auquel je songe? Pour le prix de sa peine, il aurait grande récompense, car je lui donnerai un char et 2 puissants coursiers, les meilleurs que l'on voit aux fines nefs des Achéens. Pour peu que, songeant à la gloire qu'il y gagnera, il ose aller près des vaisseaux rapides pour savoir s'ils sont toujours gardés comme ils l'étaient par le passé, ou si les Achéens, se voyant domptés par nos bras, méditent de s'enfuir, et pleins d'une fatigue atroce, renoncent à passer la nuit en guettant sans relâche. À ces mots, ils restèrent tous silencieux. Et quoi? Mais il y avait là un certain Dolon, fils de Mède, héros divin, abondamment pourvu d'or et de bronze. Il était plutôt laid d'aspect, mais rapide à la course. Son père n'avait que ce fils à côté de 5 filles.
Devant Hector et les Troyens, il parla donc ainsi. Hector, mon cœur et mon âme virile me décident à m'approcher des promptes vaisseaux et à me renseigner. Mais en ce cas, tu vas lever ton spectre et me jurer que tu me donneras les chevaux et le char de bronze étincelant qui porte le parfait fils de Pélée. Tu trouveras en moi un éclaireur solide et sûr. J'irai à travers tout le camp de manière à rejoindre la nef d'Agamemnon, où sans doute les preux viendront délibérer s'ils doivent fuir ou rester au combat. À ces mots, Hector prit son sceptre et lui fit ce serment. Que Zeus en soit témoin, l'époux retentissant des rats sur ce char, je l'affirme entre tous les Troyens, toi seul mettras les pieds et la gloire à jamais t'en reviendra. Il dit, et par ce vain serment, il simula Dolon. Celui-ci jeta vite un arc cintré sur ses épaules, il revêtit son corps d'une fourrure de loup gris, se coiffa d'une peau de fouine et prit sa lance aiguë. Puis il sortit du camp et marcha vers les nefs. Hélas, il n'allait point en revenir pour informer Hector. Laissant derrière lui le gros des chars et des guerriers, il s'élança sur le chemin. Mais le divin Ulysse le vit venir d'un pas rapide et dit à Diomède, « En voici un, mon cher, qui vient du côté de l'armée. Serait-ce par hasard pour épier nos nefs, ou bien pour dépouiller le cadavre d'un mort? Je ne le sais. Laissons-le d'abord s'avancer un peu plus dans la plaine. Puis d'un bond, nous serons sur lui, et nous aurons tôt fait de l'attraper. Si jamais il nous devance à la course, rabat-le, sans répit, loin de son camp, vers nos vaisseaux, la pique au poing, de peur qu'il ne se sauve vers la ville. » À ces mots, quittant le chemin, ils allèrent s'étendre parmi les morts. Et l'imprudent les dépassa en hâte. Mais à peine avait-il franchi la distance que couvrent des mulets au labour, car ils l'emportent sur les bœufs pour tirer la lourde charrue en jachère profonde, qu'ils bondirent sur lui. Le bruit l'arrêta dans sa course. Il crut que c'étaient des amis venus du camp troyen, le rappelaient chez eux, Hector ayant changé d'avis. Mais comme un jet de lance à peine encore les séparait, il reconnut en eux des ennemis. Il détala. En toute hâte, aussitôt talonné par les deux autres, comme on voit deux bons chiens de chasse armés de crocs aigus, foncer dans les taillis et d'une ardeur toujours nouvelle traquer un lièvre ou bien un faon qui se sauve en criant, tel Diomède et le grand pilleur de cité, Ulysse, poursuivait de long, sans répit, et le coupait des siens. Comme il allait tomber parmi les gardes en fuyant vers les vaisseaux, Athéna stimula le Tidéide pour empêcher qu'un Achéen guettré ne se vantât de l'avoir abattu sans lui en laisser la primeur. Le puissant Diomède fonça, lance au poing et dit « Arrête, ou ce trait va t'atteindre, et j'aurais vite fait, crois-moi, de te précipiter au gouffre de la mort. » À ces mots, il lança la pique et manqua l'homme exprès. La pointe de l'épieu poli rasa l'épaule droite et se ficha à terre. Alors, Dolon, épouvanté, s'arrêta, tout tremblant. Les dents lui claquaient dans la bouche, de peur. Les deux héros le rejoignirent, haletant, et le saisirent par les bras. Il leur dit en pleurant, « Apprenez-moi vivant, je me rachèterai. Mon père a plein de bronze, d'or, de fer, habilement forgé, dont il pourrait tirer pour vous une immense rançon, s'il me savait en vie, auprès des vaisseaux achéens. » L'industrieux Ulysse alors lui fit cette réponse, « Rassure-toi, et que la mort n'obsède point ton âme, allons, explique-toi et parle sans rien me cacher, pourquoi, loin de ton camp, marches-tu seul vers nos vaisseaux, dans la nuit sombre, à l'heure où tous les mortels se reposent? Voulais-tu dépouiller ici le cadavre d'un mort? Est-ce Hector qui t'a envoyé pour tout espionner, près de nos creuses nefs? Ou est-ce ton cœur qui t'y pousse? » À ces mots, Dolon répondit, les genoux tout tremblants, « Ce sont les vains propos d'Hector qui ont séduit mon âme. Du vaillant Péléide, il a promis de me donner le char en bronze étincelant et les coursiers rapides. Pour cela, je devais, à travers la nuit prompte et noire, atteindre le camp ennemi et tâcher de savoir si, comme auparavant, vos fines nefs sont bien gardées ou, si vous voyant domptés par la force de nos bras, vous songez à la fuite et plein d'une fatigue atroce, vous renoncez pour cette nuit à rester sur vos gardes. » L'industrieux Ulysse, en souriant, lui répondit, « Vraiment, ton cœur avait le goût des cadeaux d'importance, les coursiers du brave et acide, alors que nul mortel ne peut facilement les dompter ni les diriger, Achille seul le peut. Étant le fils d'une déesse, allons, explique-toi, et parle sans rien me cacher. En venant ici, où as-tu laissé le grand Hector? Où se trouve son char?
où sont ces armes de combat? Et les autres Troyens, où sont-ils postés et rangés? Informe-nous sur ce qu'ils comptent faire. Ont-ils envie de rester près des nefs, loin de leur ville? Ou veulent-ils rentrer chez eux, à présent qu'ils ont maté les Argiens? En réponse à ces mots, Dolon, fils de Mède, lui dit « Je vais sur tout cela te renseigner fidèlement, Hector, pour l'heure est au milieu des membres du conseil, près du tombeau d'Ilos divin. Il consulte avec eux, loin des clameurs. Tu me parles, héros des avant-postes, nous n'en avons choisi aucun pour protéger l'armée. Tous les Troyens qui vivent dans leurs murs ont pour consigne de rester éveillés et s'encouragent à le faire. Pour ce qui est de nos illustres alliés, ils dorment et s'en remettent aux Troyens du soin de les garder, car ils n'ont point à côté d'eux leurs enfants ni leurs femmes. » L'industrieux Ulysse, alors, lui fit cette réponse. « Dorment-ils à présent parmi les cavaliers troyens, ou loin d'eux, à l'écart? Dis-moi ce qu'il en est au juste. » Et Dolon, fils de Mède, alors lui fit cette réponse. « Eh bien, cela aussi, je te le dirai sans détour. Côté mer campent Cariens, Péoniens, à l'arc cintré, ainsi que Pélage, divin, Lélège et Cocone. Du côté de Timbras, ce sont Lyciens et Mysiens, altiers, Méoniens aux beaux chars et Phrygiens, dresseurs de chevaux. Pour quelle raison me demandez-vous tout cela? Désirez-vous plonger tous deux dans la masse troyenne? Là-bas, au bout des lignes, viennent d'arriver les Thraces, et parmi eux Rhésos, leur roi, le fils d'Ioné. Là, je les ai vus, de très grands et très beaux coursiers, bien plus blancs que la neige et plus rapides que le vent. Son char est magnifiquement paré d'or et d'argent. Il est venu avec des armes d'or prodigieuses, une merveille à voir, et qui conviennent beaucoup plus à des yeux éternels qu'aux pauvres humains que nous sommes. À présent, menez-moi auprès de vos rapides nefs, ou alors laissez-moi ici, durement ligoté, jusqu'à votre retour, le temps pour vous de reconnaître si tout ce que j'ai dit était la vérité ou non. » Diomède le fort le fixa d'un œil torve et dit « Ne pense pas, Dolon, que tu puisses nous échapper. Ton rapport est intéressant, mais tu es dans nos mains. Si aujourd'hui nous te rendons et te laissons aller, tu reviendras plus tard aux fines nefs des Achéens, soit pour nous épier, soit pour combattre face à face. Tandis que si mon bras t'achève et te ravit le jour, tu cesseras du même coup d'être un fléau pour nous. » Lors Dolon de sa main allait lui toucher le menton pour l'implorer, quand l'autre soudain lui planta son fer en plein milieu du cou et lui trancha les 2 tendons. La voix se tut et la tête roula dans la poussière. Alors, ils prirent tous les 2 sa toque en poil de fouine, sa peau de loup, son arc flexible et son grand javelot. Puis le divin Ulysse, en les levant à bout de bras, invoqua Athéna, cette déesse du butin. « Déesse, accepte ces présents. C'est toi que nous voulons, parmi tous les dieux de l'Olympe, honorer la première. Mais guide-nous vers les chevaux et vers le camp des Thraces. » À ces mots, levant son butin, il alla le placer à la cime d'un tamari, dans les branches duquel il entrelaça des roseaux pour mieux le retrouver, quand il repasserait par là dans la nuit prompte et noire. Puis, cheminant tous 2 parmi le sang noir et les armes, ils parvinrent bien vite au campement des guerriers thraces. Ceux-ci dormaient, morts de fatigue. À terre et sur 3 rangs, leurs belles armes reposaient, sagement disposées, et chaque homme avait près de lui un couple de cavales. Rhésos dormait au milieu d'eux, près de ses pronts coursiers, que des rennes tenaient liés à la rampe du char. Dès qu'il le vit, Ulysse le montra à Diomède. « Voilà notre homme, Diomède, et voilà les chevaux que nous indiquait ce Dolon que nous avons tué. Courage, montre ta valeur, et ne reste pas là, tout armé, sans rien faire. Allons, détache tes chevaux, on massacre ces gens, et je m'occupe des chevaux. » À ces mots,
Athéna le remplit d'une mâle ardeur. Il tua sans pitié. Une plainte monta horrible, des corps qu'il transperçait. Le sol était rouge de sang. Comme un lion surprend sans son berger quelques troupeaux de brebis ou de chèvres et fonce avec fureur sur lui, tel le fils de Tidée alors s'en prit au guerrier Thrace. Il en eut bientôt tué 12. Ulysse le suivait. Dès que le Tidéide en frappait un de son épée, Ulysse tirait le mort en arrière par les pieds, se disant qu'il fallait permettre aux superbes chevaux de passer à l'oraise et de marcher sur tous ces morts sans aucune frayeur, faute d'y être habitué. Quand le fils de Tidée enfin fut arrivé au roi, ce fut lui le 13e auquel il prit la douce vie. Tout haletant du rêve affreux qu'Athéna cette nuit lui envoya sous les dehors du petit-fils aîné, Ulysse l'endurant détacha les puissants coursiers, les lia bien ensemble et les poussa hors de la masse en les piquant avec son arc, faute d'avoir pensé à prendre en main le fouet brillant sur le char incrusté. Puis il siffla pour avertir le divin Diomède. Mais lui ne bougea pas, rêvant un dernier coup d'audace. Allait-il s'emparer du char et de ses belles armes en le tirant par le timon, ou bien à bout de bras, ou arracher encore la vie à d'autres guerriers Thraces? Cependant, qu'en son âme il roulait toutes ses pensées, Athéna s'approcha et dit au divin Diomède: « Fils du vaillant Tidée, il faut songer à revenir auprès des vaisseaux creux, sinon ce sera la déroute, pour peu qu'un autre dieu vienne réveiller les Troyens. » À ces mots, Diomède, reconnaissant la déesse, bondit sur les chevaux qu'Ulysse piqua de son arc, et ils volèrent vers les fines nefs des Achéens. Mais Apollon à l'arc d'argent guettait, l'œil bien ouvert. Dès qu'il vit Athéna rejoindre le fils de Tidée, plein de rancœur, il s'enfonça dans la masse troyenne et réveilla Hippocoon, le conseiller des Thraces, noble cousin du roi Rhésos. Tiré de son sommeil, il vit désert l'endroit où étaient les coursiers rapides et les corps palpitants au milieu du carnage horrible. Il se mit à gémir et appela son compagnon. Le camp se remplit de clameurs et d'un tumulte énorme. Tous accouraient pour contempler les forfaits effroyables accomplis par les preux avant de rentrer aux nefs creuses. Sitôt rejoint l'endroit où périt l'espion d'Hector, Ulysse, cher à Zeus, arrêta les coursiers rapides. Diomède sauta à terre et mit aux mains d'Ulysse les dépouilles sanglantes, puis il remonta sur eux. D'un coup de fouet, les chevaux s'envolèrent pleins d'ardeur auprès des creuses nefs où les portait leur bon plaisir. Nestor le premier entendit leur galop et cria: « Très chers amis, guides et conseillers des Achéens, est-ce vrai, est-ce faux? En tout cas, je ne puis me taire. Un galop de coursiers rapides frappe mes oreilles. Si seulement c'était Ulysse et le fort Diomède, venus tout droit du camp troyen avec de prompts coursiers. Mais je crains fort que, pris dans le tumulte des Troyens, nos deux plus braves Achéens n'aient eu à en souffrir. » Ils n'avaient pas fini que déjà ils apparaissaient. Ils mirent pied à terre, et les autres, comblés de joie, les saluèrent de la main avec des mots flatteurs. Nestor, le vieux meneur de chars, leur parla le premier. « Dis-moi, Ulysse tant vanté, gloire de l'Achaïe, comment avez-vous pris ces deux coursiers? Est-ce en plongeant dans la masse troyenne, ou bien les tenez-vous d'un dieu? On dirait aller voir les rayons même du soleil. Je connais les Troyens, car je ne reste pas, crois-moi, à flâner près des nefs, si vieux que je sois pour la guerre. Mais je n'ai jamais vu ni entrevu de tels chevaux. J'imagine qu'un dieu sera venu vous les offrir, à voir combien vous aime Zeus, l'assembleur de nuages, et la fille du porte-égide, Athéna aux yeux pères. » L'industrieux Ulysse alors lui fit cette réponse. « Nestor, fils de Nélée, honneur de toute l'Achaïe, un dieu, s'il le voulait, pourrait sans peine vous offrir de bien meilleurs coursiers, étant 100 fois plus forts que nous. Mais ces deux-là, apprends, vieillard,
qu'ils viennent d'arriver de Thrace, et que le brave Diomède a massacré leur maître, et avec lui 12 de ses plus vaillants preux. Un 13e encore est tombé sous nos coups, près des nefs. C'était un éclaireur qu'Hector et les nobles Troyens avaient poussé vers notre camp pour tout espionner. Il dit, et fit franchir le fossé aux cheveux robustes. Il riait, et les autres le suivaient en jubilant. Parvenus devant la baraque du fils de Tidée, ils attachèrent les chevaux avec de bonnes longes à la crèche où déjà les prongs coursiers de Diomède se tenaient et mangeaient le froment doux comme le miel. Quant aux dépouilles de Dolon, Ulysse en décora la poupe de sa nef avant d'invoquer Athéna, puis ils lavèrent dans la mer l'abondante sueur qui leur coulait le long du dos, des cuisses et des jambes. Et après que le flot marin eut nettoyé leur peau de toute sa sueur et qu'il eut rafraîchi leur âme, ils se baignèrent tous les deux dans des cuves polies. Une fois bien baignés et frottés d'une huile onctueuse, ils allèrent manger et, puisant au cratère plein, ils offrirent le vin suave en l'honneur d'Athéna.